Bonsoir tout le monde. Mon nom est Louis Hull et je suis le coordonnateur des instituts et le responsable de la série Impact 3 pour le Centre Franco. Ce soir, je suis très heureux, au nom du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de M. Sylvain Desautels, qui a comme titre La santé attentionnelle, être capable de se concentrer. Eh bien, si on parlait du centre, justement, le Centre Franco est un organisme que tout le monde appelle techniquement, son nom officiel, c'est le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, que l'on appelle communément le Centre Franco, est un organisme en pleine effervescence. Il travaille au développement et à l'amélioration puis à l'épanouissement de l'éducation en français en Ontario. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Centre Franco existe maintenant depuis plus de 50 ans et il est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. Il soutient aussi le développement du personnel, de l'éducation, des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario, ainsi que du consortium Centre Jules Léger. Ce centre multiservice en éducation compte plus ou moins 150 spécialistes qui ont créé au fil des ans une véritable mine d'or en termes de ressources pédagogiques et de formation. Ben, pour en avoir consulté plusieurs, je peux vous dire que ce sont des outils assez formidables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et de faire rayonner la francophonie. Si vous voulez accéder à ces ressources, ben, rendez-vous sur le site web du Centre Franco, soit le centrefranco.ca. Ce soir, le Centre Franco désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui soutient tous ses projets et programmes grâce à son financement. Alors, quelques petites consignes pour ce soir. Ben, je l'ai dit tantôt, mais veuillez noter que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera potentiellement rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. De plus, veuillez noter que vous avez accès à votre micro et à la boîte de clavardage. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas justement à utiliser surtout la boîte de clavardage. Eh bien, il ne me reste qu'à vous présenter notre conférencier. Alors, M. Sylvain Desautels, conseiller pédagogique et détenteur d'une maîtrise en éducation, concentration en technologie éducative. Après avoir été technopédagogue chez Chenelière Éducation, il est maintenant chargé de projet dans l'équipe soutien et accompagnement au pôle d'expertise interordre en formation à distance en enseignement supérieur du Québec. Ces champs d'intérêt vont de l'évaluation des apprentissages à l'intégration intelligente, pertinente et efficace des technologies en salle de classe, en passant par la recherche en neuroéducation et le coaching des enseignantes et des enseignants. Voilà. Donc, Sylvain, c'est à toi. Bonne conférence, tout le monde. Merci pour cette introduction. Bonsoir tout le monde. Oui, tous ces sujets m'animent et me passionnent. J'en ai fait un catalogue d'ateliers, que ce soit sur l'évaluation des compétences, voyons, la rétroaction, l'enseignement efficace, les stratégies d'études et de rencontres en ateliers, en conférences, en congrès. On a fini par me demander des ateliers pour les étudiants de première session. Donc, après le secondaire, les élèves deviennent des étudiants en enseignement supérieur et là, ils sont plus ou moins bien équipés pour le travail de fond que nécessitent ces études dites supérieures-là. Alors, je me suis documenté, j'ai trouvé plein de trucs sur l'attention, la concentration, le travail en profondeur pour étudier, pour outiller les étudiants. Et ce faisant, ben, je me suis ramassé avec une panoplie de trucs de façon à tout à coup être capable d'outiller les profs eux-mêmes, les enseignants, puis les conseillers pédagogiques, puis les gestionnaires qui veulent s'attaquer à ce problème. C'est avec modestie, mais beaucoup d'excitation en même temps que je vous partage le fruit de mes découvertes ce soir. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui va continuer de nous concerner, je dirais de plus en plus. Ce sera probablement de plus en plus important de s'occuper de santé attentionnelle pour accompagner nos élèves, nos étudiants.
La santé attentionnelle, je ne sais pas si c'est un terme qui existe vraiment. Je l'ai peut-être inventé, c'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être un amalgame qui s'est créé dans mon esprit au fur et à mesure que j'ai avancé. Là, l'écran est volontairement noir. Vous n'avez rien à regarder. Vous n'avez qu'à écouter le son de ma voix et porter toute votre attention sur ce que vous entendez. Et là, tranquillement, pas vite, je vais remplir l'écran. Et plus il y aura de texte à l'écran, moins vous allez m'écouter. Pire, si je me mets à lire ce que je vais vous projeter à l'écran, vous allez lire dans votre tête beaucoup plus vite que moi, je vais le lire à voix haute. Et on va entrer comme ça en compétition et on va diviser notre attention. Rien de pire que la division de l'attention lorsqu'on veut amener nos apprenants vers du travail en profondeur. Je rembobine, je reviens à la santé attentionnelle. Sur une ligne du temps, on s'est occupé dans les écoles d'abord de santé physique. Alors, voici un diagramme que j'ai trouvé illustrant la capacité cardio-respiratoire de nos jeunes, le VO2 max pour utiliser le jargon. La courbe du haut foncé décrivait l'état des lieux de nos populations d'enfants. Vous voyez les âges en bas entre 6 et 17 ans. En 1982. Donc, la courbe du haut, la plus foncée, c'est l'état des lieux en 1982 et la courbe du bas, c'est l'état des lieux en 2017. Ça veut dire que nos jeunes, chez les garçons, c'est encore dramatique, mais chez les filles, ça chute vraiment rapidement à l'adolescence. Autour de 15-16 ans, ils franchissent un seuil qui fait que ces personnes-là sont à risque. Je veux dire, leur santé est à risque. Ils n'ont que 15, 16, 17 ans. Donc, on s'est occupé de la santé physique dans un premier temps, comme l'illustre le diagramme à l'écran. Ce n'est pas tout à fait gagné. On s'est occupé ensuite de la santé mentale. Ce n'est pas le sujet ce soir, c'est un autre sujet très intéressant, ceci dit, mais je veux juste convenir avec vous que ce n'est pas tout à fait gagné la qualité de la santé mentale chez nos jeunes. Et là, on doit aussi s'occuper, quel que soit notre rôle dans le grand système de l'éducation, on doit s'occuper de la santé attentionnelle parce que de grandes entreprises veulent notre bien et sont en train de l'avoir. On va ce soir parler de l'attention dans le sens de porter attention à un cours, par exemple, mais depuis que l'attention vaut de l'argent et que capter l'attention peut être diablement payant, les profs font face à une concurrence qui est déloyale. Dans le premier sens du terme, le déloyal, c'est-à-dire qui est ni franc, ni droit, ni honnête. Comme le montre cette publicité qui a un certain âge, ça a été diffusé il y a quand même 8 ans. C'était supposé être drôle à l'époque, euh, qui raconte un peu le dilemme devant lequel se trouve la personne qui consomme des épisodes de séries télé sur la plateforme Netflix. C'est une publicité de la compagnie Netflix. Euh, le prochain épisode de 15 secondes, vous voyez, ça a mal vieilli. Le prochain épisode n'arrive plus aujourd'hui dans 15 secondes, il arrive tout de suite. On n'a pas de temps de partir le générique de fin d'épisode, qu'on nous propose tout de suite le suivant, puis il y a une petite barre qui nous incite à débouler dans le prochain. Parce que 15 secondes, c'était trop long, on s'est rendu compte rapidement que les gens avaient le temps de prendre la décision d'aller se coucher. Et on voulait les garder captifs. Et ça fonctionne. Je vous propose cet ordre du jour, cette table des matières, ce soir en 3 étapes simples. Nous allons nommer le problème avant d'évoquer quelques solutions à mettre en œuvre ou à enseigner. Avant de cerner précisément le problème, j'aimerais rendre hommage à sa description, telle que décrite par Étienne Beaulieu. Étienne Beaulieu, c'est un enseignant de littérature au Cégep de Drummondville, au Québec, qui s'est prêté au jeu du devoir de littérature. C'est une chronique dans le journal Le Devoir, c'était au mois de janvier. Donc, M. Beaulieu décrit les personnes auxquelles il s'adressait dans sa salle de classe, les yeux dans les yeux, là, dans son cours de littérature, et qui profite de la pause pour sortir dans le corridor.
le nez dans leur cellulaire, la tête penchée comme des buveuses d'absinthe d'autrefois, droguées par une machine conçue pour avaler tout rond leur attention, elles dodelinent vaguement du bonnet, ivres et zombifiées par une sorcellerie contre laquelle aucun antidote n'a d'effet. Fin de citation. Nous savons, la neurodidactique nous a appris dans les dernières années, qu'apprendre modifie le cerveau. Le cerveau est plastique et nous avons le pouvoir de modifier nos connexions neuronales lorsque nous faisons de nouveaux apprentissages. On va utiliser, j'en reparlerai plus loin, la métaphore du sentier en forêt pour expliquer comment se créent et s'entretiennent, surtout, c'est important dans l'apprentissage, les sentiers dans notre cerveau. Sentiers qui vont nous mener à la bonne réponse si on a été bien guidé, si on a été bien coaché dans la façon de créer ces connexions neuronales-là. Fin de la parenthèse. Mais en plus, on va mettre ce soir l'accent sur la nécessité, et là je veux dire indispensable, nécessité indispensable, ça c'est fort comme expression ça, dose d'attention pour que ça se produise. C'est pas parce qu'on va à l'école puis qu'on regarde et qu'on écoute ce qui se passe que l'apprentissage va se produire. Ça prend une dose d'attention minimum et une certaine manière d'être attentif. Et ça, on ne l'a pas dit d'emblée aux élèves, mais on leur dit parfois attention, porte attention, fais attention. C'est une erreur d'inattention. Et là, il retourne à sa place, le pauvre élève qui s'est trompé, puis là, il se force, il force du nez plus que du cerveau, là, et là, il essaie de rentrer dans l'erreur pour la corriger, mais on ne lui a pas donné de stratégie pour que ça se produise. Alors, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur. Si le cerveau a une certaine quantité d'attention disponible, voyons l'image d'un réservoir ici, je veux juste dire à mes élèves, à mes apprenants que c'est une denrée rare. Il faut faire attention à cette attention-là. Il faut en prendre soin de cette attention-là. J'arrive à l'expression de centre attentionnel, vous me voyez venir. C'est une denrée rare, on n'en a pas beaucoup. Et si on porte attention sur trop de choses à la fois, on va dilapider, gaspiller de la précieuse attention. Si la tâche demandée demande beaucoup d'attention, puis qu'on gaspille cette attention-là en divisant notre attention, on va manquer de jus de cerveau à un moment donné pour arriver à nos fins. Comment expliquer ça concrètement à des élèves de l'élémentaire, à des élèves plus vieux, à des étudiants ou à des adultes qui accompagnent ces apprenants-là? C'est ce qu'on va essayer de creuser comme stratégie, comme outil ce soir. La solution est assurément de réguler son attention, de la consommer intelligemment, de la diriger vers certains points et de mettre dans sa vie certaines règles d'hygiène de vie qui vont devenir des règles d'hygiène d'attention. Voilà, toujours dans cette idée de santé attentionnelle. Autre chose, si on régule donc notre attention, c'est une boucle là, qui va se mettre à tourner très rapidement. C'est un cercle vertueux. On va bien dormir. Et un cerveau qui dort bien, c'est un cerveau qui est disponible pour être attentif par la suite. Premier truc, très efficace, en soirée. Ne commencez seulement que des choses, des éléments, des projets que vous pouvez conclure. Lorsque le cerveau s'en va s'endormir, il n'est pas avec une arrière-pensée, un truc qui traîne, une porte qui est restée ouverte. Non, le dossier est clos et il repose en paix. C'est une très bonne expression, ça. Donc, le truc, concrètement, c'est de se forcer, de se discipliner pour mettre un verrou, c'est-à-dire fermer une porte. Alors, je termine ma journée de travail et pour ne pas ramener dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma vie personnelle, les dossiers du bureau, je vais m'arranger pour les fermer. Dans la vraie, c'est-à-dire terminer la tâche.
dans la vraie vie, il y a des tâches qui ne se terminent pas en une seule journée. Et quand on est dans le magnifique monde de l'enseignement, il y a des histoires d'élèves qui restent dans notre tête. Alors, le truc, c'est de les mettre en sécurité pour partir la tête tranquille. Il y en a qui vont noter sur des calepins, des post-it, des agendas, des rappels informatiques, des applications, ces éléments-là pour qu'ils soient rappelés au moment opportun. Je pars le soir, je mets en lieu sûr un truc dont il faudrait que je m'occupe mardi prochain, dans un mois, demain matin en arrivant, et ainsi de suite. Et j'ordonne mes choses à faire dans un certain calendrier, avec un certain échéancier, avec des alarmes s'il faut, donc des rappels. Tous les agendas électroniques de ce monde sont équipés pour faire ça. Ça fait, pour vrai, une anecdote personnelle, ça doit faire 2 ans que j'utilise, plus que ça, j'ai commencé pendant la pandémie, à stratégiquement et systématiquement fermer toutes mes portes avant de quitter mon bureau. Ben là, je dors bien, j'ai une vie personnelle en dehors du travail et ça marche tellement bien que lorsque je reviens dans un dossier, après une semaine, disons, j'ouvre le truc, je vois les notes que j'avais laissées et là, je me trouve bon. J'avais ça de fait là-dedans. J'avais noté ça comme ça. Wow, je n'avais plus de souvenirs de l'histoire. Il faut que je me replonge dedans. Hein, j'avais vraiment fermé le truc, puis mon cerveau l'avait oublié parce qu'il était affaire classée. Un cerveau qui travaille sans arrêt, c'est un cerveau qui dort mal. Si vous vous réveillez la nuit, que vous expérimentez la roulette de hamster qui part et qui vous empêche de vous rendormir, il y a peut-être trop de dossiers ouverts. Bon, il y a des situations de la vie qui font aussi qu'on est débordé, là, mais ça ne peut pas être un état constant. Et ça ne peut pas être une situation dans laquelle on veut ou on peut apprendre. Et avant de me lancer dans des études complexes et de creuser la cause des défis à porter attention, voici à l'écran quelques évidences qui concernent tous les humains, pas que vos élèves, là. Tous les humains qui veulent prendre soin de leur santé attentionnelle. OK, on plonge. Le téléphone. J'ai souvent utilisé le mot téléphone dans mon discours. C'est synonyme de téléphone cellulaire intelligent. OK? Mais pour faire court, on va dire téléphone. Pour ceux et celles qui ont mon âge, ce n'est pas le truc qui faisait dring-dring qui était branché dans le mur. Là. Je parle du mini-ordinateur que vous avez dans vos poches. Donc, cet appareil a un impact négatif sur la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qu'on a besoin pour effectuer des tâches courantes. Parce que il occupe une partie de l'attention. Tout le temps. S'il est sur la table de travail, c'est pire, même s'il ne sonne pas. Petite image. Alors ça, c'est une expérience dans laquelle on a mesuré la capacité de la mémoire de travail des gens qui participaient à l'étude. 3 endroits où on laissait le téléphone cellulaire. Premièrement, sur le bureau. Et on s'arrangeait pour l'empêcher de sonner. Il n'y avait pas de notification, il ne vibrait pas, il n'y avait pas d'affichage, il n'y avait pas de sonnerie. Le téléphone était là. Allumé, mais l'écran est sombre parce qu'il a l'air éteint, mais il est en veille, en fait. Dans la deuxième situation, il est dans les poches de pantalon ou dans le sac d'école juste sous la table. Dans la troisième situation, on a laissé le téléphone dans une autre pièce. Ce qui est assez intéressant dans cette étude-là, c'est de voir que avoir le téléphone sur sa table de travail ou avoir le téléphone dans ses poches, dans son sac, bref, dans son environnement immédiat, ça nuit à la mémoire de travail. Parce qu'on sait très bien, et là, le cerveau est en alerte, le cerveau est aux aguets. Le cerveau s'attend à ce que ce téléphone-là sonne. Et si ce téléphone-là fait quelque chose, qui vibre, qui notifie, c'est pas un verbe, ça, notifier? Ouais, enfin, bref, qui a une interaction quelconque, ça va créer du bonheur, de l'allégresse. C'est une sécrétion de dopamine qui arrive dans notre cerveau. Ah, quelqu'un nous répond. Ah, j'ai une vie sociale. Ah, c'est probablement quelqu'un qui vient de mettre un pouce en dessous de la dernière photo que j'ai partagée ou du dernier commentaire que j'ai émis. Donc,
valorisation par les pairs, sécrétion de dopamine, j'en veux d'autres, j'en veux encore, j'en veux souvent. Lorsque le téléphone est dans une autre pièce, il y a quelque chose dans notre inconscient qui dit ouais, le téléphone va sonner, mais j'en ai aucune idée, puis je l'ai comme sorti de ma vie, puis je le verrai quand je reviendrai, quand je le récupérerai. Et ça a un impact majeur, vous voyez la différence à l'écran, sur la qualité de la mémoire de travail. Le téléphone a un impact négatif sur l'intelligence fluide. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à effectuer la tâche quand le téléphone est sur la table. On est comme interrompu par des micro-moments d'inattention. Ben, ce n'est pas vraiment de l'inattention, c'est de l'attention sur le téléphone. C'est de l'attention divisée, partagée avec le téléphone. Et c'est particulièrement grave pour ceux qui sont dépendants à leur téléphone. L'étude dont je parle est bien expliquée par Steve Masson dans sa capsule vidéo. Tiens, je vous le mets dans le clavardage, l'épisode 8 de sa très belle série Cerveau et apprentissage. Vous pourrez aller écouter ça, c'est quelques minutes. J'ai mené une expérience personnelle. Et ici, là, c'est sans jugement. Okay? On va juste prendre acte. C'est une activité sur l'attention que je mène en webinaire avec le personnel administratif d'un collège au Québec. Et je demande en amont, avant que les gens arrivent à la rencontre, s'ils pourront se passer de leur cellulaire. Mais je leur donne les modalités. Nous allons vivre 3 blocs de 25 minutes en visioconférence. Chaque bloc de 25 minutes sera entrecoupé d'une pause de 5 minutes. Donc, à toutes les 25 minutes, on prend 5 minutes de pause. Est-ce que pendant le 25 minutes, vous pouvez vous passer complètement de vos notifications? Pas le mettre sur vibration, l'éteindre ou le laisser ailleurs. Une majorité de participants m'ont dit oui sans problème. Ce qui est intéressant, j'ai eu la bonne idée de décliner le non, ce ne sera pas possible, en plusieurs options. Je ne peux pas donner de raison, il faut que je réponde aux urgences, il faut que je sois rejoignable en tout temps. Ça me créerait de l'anxiété, quand même une personne qui a admis ça. Il y a aussi la personne qui dit non, mais je ne peux pas donner de raison. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, je me suis dit, comme ce sont des gens qui ne travaillent pas directement avec les étudiants de ce collège, le personnel administratif, ça veut dire qu'il doit y avoir des directeurs là-dedans, des gestionnaires, des gens qui s'occupent des immeubles, etc. Donc, si le feu prend dans leur édifice en béton, j'imagine qu'il faut qu'il soit avisé dans la seconde. C'est pour ça que j'ai une tarte, une pointe de tarte là, dans mon graphique qui dit non, je ne peux pas me passer de mon téléphone. À ma grande surprise, ce n'est pas ces gens-là. Si le feu prend, là, on appelle les pompiers. Là, ou le directeur va finir par le savoir à un moment donné, là, mais ce n'est pas le directeur qui éteint le feu. Les gens qui ne pouvaient pas se passer de notifications étaient des jeunes parents qui sentaient le besoin, je dirais, viscéral, de rester en contact avec un éventuel problème de la garderie, de l'école élémentaire, bref, où est-ce qu'est leur enfant là, pendant qu'ils sont au travail. Sans jugement. Prenons simplement acte que le tiers de nos collègues, si j'extrapole, là, mon échantillon qui n'est pas bon du tout, mais disons que mon échantillon est bon, là, le tiers de nos collègues qui ont une capacité d'attention réduite dans ce qu'ils font, là, dans leur job avec vous, dans leur tâche professionnelle. Capacité d'attention réduite par une éventuelle notification. Ils ne l'ont pas reçu encore. Moi, je me rappelle, parce que moi, je suis vieux, et avant l'invention du cellulaire, j'étais sur le marché du travail, et les mêmes urgences existaient dans nos établissements d'enseignement, dans nos familles. Je me souviens une fois, il y a un de mes garçons qui s'était cassé la clavicule, je pense, dans un module de jeu dans la cour d'école. Et moi, j'étais enseignant dans une école. Et puis, l'alarme est arrivée au secrétariat. Puis, la secrétaire s'est levée, là, elle a pris ses jambes, puis elle a marché jusqu'à ma classe pour venir m'aviser, puis me demander de laisser ma classe à une personne suppléante pour que je puisse aller à l'urgence avec mon fils. Je ne sais pas si mon fils aurait eu un meilleur traitement médical si j'avais été dérangé par le téléphone dans la classe. Je suis pas mal sûr que non, mais enfin. On a connu, là, on est plusieurs à avoir connu cette époque où on était joignable de façon différente. Autrement dit, le temps
c'est se définit autrement. Le temps s'est accéléré et l'attente ou le délai tend à disparaître. Mais c'est une asymptote, on n'y arrivera jamais, là, mais on tend vraiment vers ça. Le temps de réponse n'était pas exactement le même à l'époque. Juste vous remettre en contexte, nos élèves, nos étudiants n'ont pas connu cette époque. Ils sont nés après l'arrivée du cellulaire dans nos vies. Nous en sommes à constater, à mesurer les impacts de la consultation maladive du cellulaire. Consultation maladive. Il y a des statistiques là-dessus, combien de fois par jour les gens consultent leur cellulaire ou regardent leur cellulaire ou allument leur cellulaire, c'est des centaines de fois, là. C'est assez gros, là. Et c'est sous-estimé, bien sûr, par les utilisateurs eux-mêmes. Ce que Linda Dessert, c'est une professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, nomme de façon concise, je vous mets ça ici, l'autodestruction attentionnelle intentionnelle. Autodestruction attentionnelle intentionnelle. Je m'arrête sur l'adjectif intentionnel. C'est l'intention de qui? C'est qui veut volontairement détruire sa capacité à porter attention? La personne qui achète et utilise le téléphone? L'entreprise qui conçoit ses applications ou le publicitaire qui veut monétiser le temps d'attention? La question que je pose ici, c'est est-ce que la personne utilisatrice d'un téléphone dit intelligent est la victime ou la cause? Je vous laisse digérer ça. Une seconde. Bon, Madame de Sade nous amène vers les périodes de bascule pénalisante. J'ai vu le même concept dans le livre de Sonia Lupien sur le stress du travail versus le stress au travail. Quoi qu'en dise son titre, ce qui m'a le plus accroché, c'est ce chapitre sur le travail en profondeur, puis notre incapacité à faire du travail de fond, parce que notre attention est divisée. Euh, la période de basculante, c'est ce moment où ce micro-moment parfois, c'est insidieux parce qu'on ne s'en rend pas compte, où on quitte le travail intellectuel qu'on est en train de faire pour porter notre attention sur un truc qui est entré dans notre champ de vision ou qui a vibré dans notre poche. Qui m'interpelle là présentement? Et là, je quitte ce que je suis en train de faire et mon attention, mon regard, tous mes sens en fait, vont vers ah, c'est OK, c'était pas important. Et je reviens. Il y a un gros gaspillage, là. Ça a l'air d'une demi-seconde aller-retour, mais, et Mme Lupien l'explique beaucoup mieux que moi, c'est de longues minutes que nous devons réinvestir pour revenir au niveau de profondeur dans le travail qui nous occupait. Et ce vagabondage, j'aime bien l'expression vagabondage mental, ça coûte. Et on a mesuré qu'est-ce que ça coûtait. Puis ben, nos étudiants, nos élèves ne le savent pas. Ils sont juste pas conscients que ça, ou si on leur en a parlé, probablement qu'ils minimisent complètement la chose. Donc, première période de bascule pénalisante, c'est quand la notification rentre. Puis la deuxième période, complètement en bas de mon écran, c'est lorsqu'on essaie de retourner dans notre travail. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement? Par exemple, si on consulte les réseaux sociaux pendant les cours, on est moins performant et la qualité, les quantités des notes prises diminuent beaucoup. Ça, c'est ce qu'on a documenté chez des étudiants à l'université. Même chez les étudiants qui consultaient leur téléphone rarement. Ça affecte tous les cas, les cas là, sur l'échelle de je suis là pas souvent, je suis tout le temps en train de consulter mon téléphone. Prochain écran, je vais me taire 2 secondes et je vais vous laisser lire les citations, les énoncés que les gens qui ont participé à une étude ont lancé comme ça. C'est ce qu'ils ont à dire à propos de leur téléphone.
C'est extrait d'une étude sur la présence des téléphones cellulaires intelligents qui réduisent les capacités cognitives. Si le truc vous intéresse, voilà, je vous mets l'article complet dans le clavardage. J'étais j'étais attiré par. Là, j'en ai sorti quelques-unes, là, la liste est beaucoup plus longue que ça. J'ai sorti celle qui m'interpellait le plus. Et évidemment, dans la recherche, dans le document, on décrit précisément le groupe qu'on a étudié, mais moi, je n'avais pas regardé la composition du groupe. Tout ce que j'avais fait, c'est lire les énoncés dans un premier temps et évidemment, je m'étais fait une image mentale. On a interrogé 117 personnes. Là, vous n'avez pas vu les 117 personnes s'exprimer là, dans la diapositive précédente, là, mais il y avait 117 propriétaires. À la lecture de ces énoncés-là, je suis certain que vous vous êtes fait une espèce d'image mentale des personnages en question. Sachez qu'un peu plus de la moitié des énoncés que vous venez de lire étaient dans la bouche des femmes, de femmes. Et ce qui m'a jeté à terre, parce que c'était pas du tout l'image que je m'en étais faite, c'était l'âge moyen des répondants. Est-ce qu'on a affaire à des ados? Est-ce qu'on a affaire à des enfants? Est-ce qu'on a affaire à de jeunes adultes? L'âge moyen des répondants, l'âge moyen des gens qu'on a cités dans la diapositive précédente, c'était un peu plus de 37 ans. C'est pas nos élèves qui disent ça, qui ont ces postures, ces comportements, ces sentiments-là par rapport à leur téléphone intelligent. Ce sont leurs parents. Donc, ça s'est transmis à la maison. Un instructeur de cours de conduite qui nous invitait dans sa classe avec notre enfant au premier cours, qui nous avait dit, votre enfant a appris à conduire à partir du jour où vous l'avez assis dans le banc de bébé en arrière. Il vous écoute, il vous entend, il vous voit, il sent comment vous conduisez la voiture. C'est ça qu'il va faire en premier. Même chose pour le téléphone intelligent. Là, si j'étais avec mes étudiants, on prendrait une pause. Et pendant cette pause-là, je les inviterais à aller faire des choses importantes dans leur vie, comme regarder leur fil de notification. Parce qu'il s'est passé quelque chose, là. Ça fait presque une demi-heure qu'on parle, et là, la vie a continué. Et si vous vous êtes tenu à l'écart des notifications, vous avez manqué une grosse demi-heure de vie sociale. Donc, allez voir ça. Vous êtes en retard. Mais j'en profite aussi à la blague, comme ça, pour conseiller de bouger, de se lever, d'aller boire de l'eau, d'aller prendre l'air, de se détacher de l'écran, de prendre une pause pour les yeux. Tout le monde connaît les règles pour le temps qu'on devrait passer à l'écran, après ça, le temps de pause pour regarder au loin, ainsi de suite. Mais j'enchaîne. On va regarder maintenant plus attentivement les solutions dans la version élève. Après tout ce qu'on peut ou doit faire comme prof, après la conscientisation, après les choses à maîtriser et à enseigner, qu'est-ce qu'on va leur dire et comment on va le présenter? J'ai trouvé euh, ce bricolage parce que c'est du matériel reproductible. On a une jauge qu'on peut fixer sur un carton à l'aide d'une attache parisienne. Voilà, c'est un petit bricolage à réaliser avec les élèves de l'élémentaire. C'est tiré du programme Atoll destiné aux élèves par des neuroscientifiques français. Voilà. Donc, à l'université j'ai oublié, en France, je l'ai dans mes notes, on a un... Ah, attends, avant que je l'oublie, je vais vous donner, si vous enseignez à des plus vieux, je vais vous donner le programme ADOL. Tiens, je vous le mets dans le clavardage comme ça, on l'aura ici. C'est la version jeune adolescent du programme pour les élèves du primaire. Mais je l'essaye avec des étudiants au collège et à l'université. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien parce que l'image, elle est nette. Alors, il s'agit de nommer avec un outil simple qui est une aiguille qui va dans le rouge, dans le jaune ou dans le vert, l'effort nécessaire pour garder son équilibre attentionnel, c'est-à-dire de ne pas
perdre de vue notre cible. Porter attention, c'est porter attention sur quelque chose, c'est garder les yeux sur la cible, autrement dit. Garder notre équilibre attentionnel, c'est pas tomber en bas de quoi, au fait? Qu'est-ce qu'on perd quand on perd l'équilibre attentionnel? Pour l'expliquer, on va prendre l'image d'une poutre. Marcher sur une poutre, ça peut être assez difficile. Ça dépend de notre entraînement, mais ça dépend aussi du type de poutre. Alors, les distracteurs, c'est comme des aimants ou des forces ah, ça ne fonctionne plus. Ah, ça, c'est dommage. Merci, Christina. Je vais essayer de le retrouver en fin de discussion. J'y reviens parce que c'est un super beau programme. J'espère que l'université a gardé ça en ligne. Sinon, vous avez la référence du livre de Mme Fouquet dans le bas de l'écran. Le matériel reproductible est disponible en annexe de ce livre-là. Voilà. Donc, les distracteurs, disais-je, sont comme des aimants qui tirent l'attention à l'extérieur de la cible. Dans mon image, la cible serait le bout de la poutre. Je dis à mes élèves que j'ai besoin de leur attention soutenue pendant un certain nombre de minutes. Disons que votre cours dure 1 heure. Est-ce qu'il faut que vos élèves gardent l'attention mise soutenue pendant 1 heure? Probablement pas. Alors, dites-leur quelle est la durée requise pour faire l'apprentissage. Il faut que vous soyez attentif pendant tant de temps. Et d'une fois à l'autre, l'élève peut juger de la difficulté liée à la durée. Ouais, mais le prof me dit de me concentrer pendant 7 minutes. Hier, c'était 5, puis j'ai eu de la difficulté. 7, c'est long. Pour moi, 7 minutes de concentration, c'est une poutre très longue. Puis pour certains autres élèves, c'est une poutre plus courte. Alors, chacun a sa petite aiguille qui va dans le difficile rouge ou dans le vert facile, selon ce qui est capable de faire en termes de durée de concentration. Il y a aussi l'intensité. On l'exprime par la largeur de la poutre. Marcher sur le trottoir, c'est facile. Marcher longtemps, longtemps, longtemps sur le trottoir, ça, c'est plus difficile. Mais marcher longtemps sur une poutre étroite, pour certains élèves, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr qu'ils vont tomber en bas. Donc, ils décrochent. Vagabondage coûteux. Puis là, il faut qu'ils remontent sur la poutre, puis qu'ils retrouvent le sujet, puis qu'ils continuent à vous suivre. Mais le prof, il continue, lui. Il est rendu beaucoup plus loin. Puis il y a une troisième caractéristique qui est la conséquence. Qu'est-ce qui se passe si votre élève perd l'attention? Si on est en début d'apprentissage ou qu'on on est sur un sujet accessoire ou anecdotique, perdre l'attention, ce n'est pas très important. Il y a des moments du cours, il y a des moments de la leçon, il y a des moments de la journée où perdre l'attention, ce n'est pas grave. Il faut que vos élèves comprennent que la poutre est presque par terre. C'est facile de remonter dessus, on ne tombe pas de haut, on se fera pas mal. Dans le cas d'un examen de fin d'année, de je ne sais pas quoi, la grosse affaire, la poutre est très, très haute et dans la tête de certains élèves, elle est vraiment trop haute. Ils n'ont pas commencé, ils ont déjà le vertige. Là. Ils n'ont pas fait un pas sur la poutre, qui ne se sentent pas bien. Mais s'ils tombent en bas, les conséquences seront probablement plus graves. Dans la tête de certains élèves, elles seront désastreuses. Ce n'est jamais vraiment le cas, hein? Mais il faut leur dire, il faut leur expliquer. Donc, vous avez 3 caractéristiques pour parler de cette attention nécessaire pour apprendre. Quel effort est nécessaire pour maintenir l'attention pour apprendre? Là, je ne parle pas de passer le cours, de simplement réussir le cours. Je parle d'apprendre. Une grosse différence entre performer et maîtriser. Être capable de répondre aux attentes puis d'obtenir, par exemple, la note de passage, c'est une attitude complètement différente d'apprendre dans le sens de maîtriser un sujet ou d'être compétent. On continue. Il y a Sonia Lupien, je reviens à elle, qui a beaucoup travaillé sur le stress. Elle dirige le Centre de recherche sur le stress humain. Elle a consacré une chronique, elle est souvent à la radio de Radio-Canada dans l'émission de Pénélope le matin. Sa chronique du 30 janvier était consacrée à répondre à une enseignante du collégial sur des enjeux liés à la capacité à porter attention. Je vais vous laisser l'extrait, vous irez l'écouter. Tiens, c'est une excellente chronique. Ça dure quelques minutes. Voilà.
J'espère qu'il va fonctionner, ce lien-là. Sur Radio-Canada Audio, vous allez le retrouver avec la date là, sans problème. Il est question de prendre des pauses de distraction. Il est question de repos mental. Il faut choisir. Hein. Est-ce que je suis en train de me reposer ou je suis en train de me distraire? Ce sont deux activités différentes. Et là, elle nous dit, tout simplement, posez-vous la question. Vous venez de travailler, de suivre un cours, de faire des exercices, de faire du travail, de faire une lecture exigeante, bref, votre cerveau a été très sollicité. Là, vous prenez une pause. Si vous vous sentez fatigué, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Si vous êtes brûlé de votre journée, n'allez pas vous écraser avec votre cellulaire pour défiler le fil d'actualité. Vous allez anéantir le plus d'énergie cérébrale qui est vrai. Je veux dire, vous allez tellement diviser votre attention dans un moment de vulnérabilité que vous allez vous nuire. On va sur les réseaux sociaux, on va consulter nos actualités, on défile toutes ces belles images-là quand on est encore en forme. Quand il nous reste du jus, c'est une distraction. Et la distraction prend une certaine énergie mentale. Alors que quand on a besoin de repos mental, on ne peut pas s'embarquer dans une distraction. On va s'enfoncer. Fragmenter énormément l'attention et vous coincer dans ce que les Anglais appellent le terrier du lapin. Tu sais, vous tombez dans le trou, puis à un moment donné, vous émergez au bout de 3/4 d'heure, puis vous dites, combien de temps je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai retenu? Rien. Absolument rien. Donc, améliorer sa concentration. Je pense que les ouvrages de Mme Lupien sont éloquents là-dessus. Lâcher son travail en profondeur pour aller faire autre chose, c'est coûteux parce que ça prend beaucoup de temps à se replonger dans le travail profond, comme je disais, même si l'activité de surface a été courte. Les gens croient qu'ils sont surtout victimes d'interruptions externes. Il y a tout le temps quelque chose en dehors de la tâche qui vient nous déranger. Il y a le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui frappe à notre porte, il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement qui nous dérange. Or, on se rend compte qu'il y a la moitié des interruptions qui sont dues à des auto-interruptions. Par exemple, ressentir le besoin de prendre une pause mentale. Se souvenir qu'on a autre chose à faire. Ça nous fait complètement décrocher. Une idée qui nous mène à vouloir faire une autre tâche. Ou une tâche qui est ennuyante, qui est trop facile, ou à l'inverse, qui est trop difficile, puis qui nous mène à choisir de faire une autre tâche. L'habitude qu'on a de, je ne sais pas moi, manger une collation à heure fixe, ça peut nous faire décrocher. Attendre une information. On est bloqué, on ne peut pas continuer la tâche, puis là, on choisit d'en faire une autre en attendant que l'information arrive. Et cette information-là arrive, ce qui nous fait décrocher de la deuxième tâche, évidemment. Ou, dernier exemple, devoir demander quelque chose à quelqu'un, peu importe, puis arrêter la tâche pour aller formuler cette demande-là. Mais ce sont des choses qui nous arrivent tout le temps puis qui forment, en gros, la moitié de nos interruptions. On appelle ça des auto-interruptions. Donc, on peut agir dessus, puisque nous en sommes la cause. Il y a quelques années, c'est quand même 4 ans, non, c'est 2020, oui, 4 ans. Si vous n'avez pas vu ce documentaire-là qui a été traduit en français, Derrière nos écrans de fumée, wow! Si la question comment ça fonctionne, ce piège à attention, vous intéresse, je vous propose fortement ce clavardage, dans le clavardage, ce documentaire. Ils sont allés chercher les gens qui ont inventé les machines qui nous gardent captifs. L'inventeur du pouce sur Facebook, l'inventeur du défilement infini, j'essaie de traduire en français en même temps que j'y pense, des inventions de gadgets, de bonnes idées qui ont été complètement détournées de leur première fonction, voilà, de social dilemma dans le clavardage, vous pourrez aller voir ça. Ça nous aide à prendre du recul, à prendre des décisions. Toujours sur le thème de s'engager dans le métier d'étudiant, je leur propose aux élèves d'attaquer la chose en 4 touchés. Il y en a une autre aussi là,
dont je parle parfois, c'est les stratégies de lecture, parce que dans certaines disciplines, il y a beaucoup de lectures imposées, des lectures préalables, de lectures pendant les apprentissages, puis des lectures après l'apprentissage, sans compter les notes de cours. Bref, on démêle tout ça, puis on les explique, puis on donne des intentions de lecture, puis on les explique aux enseignants aussi, évidemment. Mais bref, je ne l'ai pas mis ce soir parce que je veux vraiment qu'on focalise sur l'attention pure, quoi, mais ça prend de l'attention pour faire les lectures préalables. Enfin, euh, le cerveau. Je disais d'entrée de jeu que notre cerveau est plastique et que ces connexions neuronales qui se créent dans notre cerveau lorsqu'on fait de nouveaux apprentissages sont comparables à ces sentiers qu'on trace dans la forêt. L'idée ici, c'est d'avoir la discipline et la concentration pour entretenir notre sentier, c'est-à-dire repasser de temps en temps par le chemin pour entretenir le chemin. Le simple fait de passer dans le sentier entretient le sentier. Ça ne sert à rien de passer 100 fois la première matinée. On va revenir après l'été, puis la forêt aura regagné ses droits et vos élèves auront complètement oublié ce qu'ils ont fait en juin. Ça s'appelle la glissade de l'été, un autre truc qui est très documenté. Y aller de temps en temps, l'entretenir, puis on s'est mis à mesurer qu'est-ce qui était efficace comme fréquence de passage. Enseigner comment apprend le cerveau est un premier pas vers ce qui va outiller vos élèves. Et pour réguler leur attention, je veux dire, ce sont des images, des trucs qui s'enseignent dès le primaire. Je vous mets 2 suggestions de lecture dans le clavardage. Le premier livre de Steve Masson, Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner, il vient de faire paraître comment développer des compétences. Il est commandé chez mon libraire, j'ai très hâte qu'il arrive. Sinon, un vieux livre de Carol Dweck, psychologue américaine, qui a travaillé sur la différence entre les gens qui ont une perception dynamique de leur intelligence ou une perception fixe de l'intelligence. Sur la conception dynamique de l'intelligence, en fond, on se demande, est-ce que c'est la responsabilité de l'apprenant de porter attention ou de l'enseignant de faire porter attention? Est-ce que le prof doit dire constamment à ses élèves, portez attention, c'est important? Oui, sortez-moi pas l'argument parce que c'était à l'examen. Ça marche 3 fois, après ça, il ne croit plus. Mais, pardon, la réponse est sûrement un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'une posture qui favorise le développement d'une conception dynamique de l'intelligence chez vos élèves est à privilégier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous propose donc ce livre-là, mais dans la ressource que je viens juste de vous mettre dans le clavardage, vous avez aussi une conférence TED que Mme Dweck a donnée il y a quelques années, qui explique très bien le concept. Sur l'image que vous voyez à l'écran, on avait déjà discriminer les élèves qui avaient une conception dynamique de ceux qui avaient une conception fixe. Et ce que vous voyez, juste, ce n'est pas le sujet de l'atelier ce soir, ça c'est tiré de mon atelier sur la rétroaction, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est la réaction du cerveau lorsqu'on dit à l'élève qu'il a commis une erreur. Et celui qui avait une conception fixe de l'intelligence a vu son cerveau pratiquement, il n'est pas mort, là, mais le cerveau s'éteint. On dit des fois on a des plantes vertes dans notre classe, là, mais c'est une question de longueur d'onde. Là. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Parce que l'élève s'est dit, ah, je savais, moi je ne suis pas bon. Moi, je ne suis pas capable de faire des maths. Ma mère était poche en maths. Il paraît que ma grand-mère était nulle en maths. Nous, c'est de famille, là, on ne peut pas faire ça des maths. Bon, le cerveau se ferme. Alors que l'autre à côté, la tête rouge, il y a de l'activité dans tout le cerveau, des fréquences très hautes, à voir les couleurs rouge-orangé. Cette personne-là s'est dit, ah, j'ai fait une erreur, comment ça se fait? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Mais où c'est que je me suis trompé? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux autrement la prochaine fois? Et juste ce questionnement-là anime son activité cérébrale, c'est ce qu'on voit sur cette image. Gestion du temps. Et là, on donne à nos élèves, et je ne vais pas passer vite là-dessus, c'est des techniques probablement que vous connaissez déjà, mais qui aident tellement, c'est simple, c'est efficace, à se concentrer sur un truc à la fois. Premier outil, le célèbre tableau Kanban, qui veut dire étiquette en japonais. Les choses à faire, les choses en cours, les choses faites. Quelle satisfaction hein, de prendre toutes les choses à faire et les amener de l'autre côté. Comme prof, il faut leur montrer comment composer ces petits post-it, ces petites étiquettes.
comment morceler la tâche, comment formuler un objectif qui soit smart, qui soit atteignable, qui soit mesurable, qui soit réaliste, qui soit temporellement défini. Je vais d'ici la prochaine demi-heure résumer les premières pages, les 10 premières pages du chapitre 3. Voilà, ça c'est très précis. Et le post-it qui est en cours, il y en a qui le mettent dans la colonne du milieu, il y en a qui partent avec, il y en a qui le mettent sur leur ordinateur, il y en a qui se le mettent dans le visage, en plein milieu de leur table de travail. C'est là-dessus que porte mon attention pendant un certain temps. Puis après ça, je vais le porter dans la colonne fait. Il en existe des virtuels, des, des- des tableaux Kanban électroniques dans des tableaux blancs virtuels, numériques, collaboratifs même. C'est formidable. Mais le truc en papier aussi, c'est le fun à faire aussi. Le en cours. Ça m'intéresse. Pendant combien de temps je travaille sur le truc? Technique Pomodoro ici, de l'italien tomate, parce que les premiers essais avaient été faits avec cette minuterie de cuisine qui a la forme d'une jolie tomate. Donc, la technique porte son nom. Qu'est-ce que je peux faire pendant, disons, 25 minutes? Je mets la minuterie, je me consacre à ça pendant 25 minutes. Quand la minuterie sonne, je m'en vais faire une pause. Et là, le problème, c'est est-ce que pendant ma pause, le cellulaire va devenir ma doudou, mon réconfort, le truc que je vais utiliser pour me sentir mieux? Euh, ça vient d'apparaître il y a eu un délai hein, dans le clavardage avant que les ressources arrivent. Voilà, ça vient de couler. Euh, donc, pensez à ce que j'ai dit tantôt sur les réseaux sociaux et la fatigue là, pendant la pause. C'est important de prendre une bonne pause. On parle de santé ici. Pour les quelques instants qui me restent, les quelques minutes, allons-y rondement avec les stratégies d'études, parce que récupérer en mémoire, c'est une des stratégies des plus efficaces pour apprendre. D'ailleurs, il y a une capsule de Steve Masson qui est consacrée à ça. Je vous la laisse ici, s'entraîner à récupérer en mémoire, parce que c'est vraiment efficace. Si ça ne vous convainc pas, il y a cette étude qui nous dit qu'à chaque fois, ça je le montre aux étudiants, à chaque fois qu'on récupère dans sa mémoire, c'est-à-dire qu'on s'auto-teste, qu'on essaie de se souvenir tous les éléments autour d'un concept, qu'on se pose des questions nous-mêmes, bien, on améliore notre pourcentage de rappel à peu près 15 à chaque fois. Quand je parle à des profs, je leur montre ces tiges verticales. C'est l'écart entre l'élève le plus fort et le plus faible. Puis regardez au bout, toute ma classe est devenue bonne. Il y en a qui ont progressé moins vite, il y en a qui sont partis beaucoup plus bas. Mais au bout de 8 récupérations en mémoire, tout le monde est devenu bon. Ça, c'est intéressant. C'est l'idée d'optimiser la mémoire des étudiants pendant un cours, mais aussi pendant une semaine de travail, une session, une année scolaire, un trimestre, bref, peu importe votre échelle de temps, là. C'est une approche globale qui va améliorer leur capacité à porter attention. C'est pour ça que j'insiste tellement sur l'expression santé attentionnelle. Je sais que ça n'existe pas, là, mais on va le créer ensemble, tiens. À quelle fréquence il faut passer dans la forêt pour entretenir le sentier? Martin Riopel, à l'UQAM, voyons, le Centre de recherche en neurodidactique, s'est penché sur la question. Et puis, ils ont pris une cohorte d'élèves. La note de passage était 67, ne me demandez pas pourquoi. Là. Et là, ils ont fait un test. Et là, les élèves ont passé. Puis après ça, ils n'ont plus rien fait. Puis un mois plus tard, vous voyez la ligne rouge, ils ne se souvenaient pas de la moitié des contenus, puis ça continuait à chuter. C'est pas parce qu'on a passé un test une fois que ça reste. On oublie. La deuxième cohorte en bleu, un entraînement le lendemain. Là, ils sont devenus à risque. Ils ont oublié. On a fait un autre entraînement 4 jours après l'entraînement précédent. Ils ont oublié. On a fait un autre entraînement. On était rendu 9 jours après l'entraînement numéro 2. Ils ont oublié tranquillement. Oh, le test a démontré qu'ils étaient en train de passer sous le seuil de réussite. On fait un nouvel entraînement. 1, 2, 3, quatrième entraînement. Et les autres, on va les laisser aller, on va garder la moitié du groupe, on va faire un nouvel entraînement. Hey, les notes augmentent à chaque fois. Ça vient confirmer ce qu'on avait dans la diapositive précédente. Et là, une règle mathématique vient s'installer. C'est le carré du nombre de répétitions. Carré de 1, carré de 2, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, cinquième fois 5 fois 5, 25 jours après celle-là. Je peux prédire. Là, je vais être rendu à 6, donc 6 fois 6, 36. Dans 36 jours, mes élèves vont être à risque. Il faut que j'intervienne.
faut que je fasse une récupération en mémoire. Là, les élèves vont dire, hey, on ne va pas étudier à tous les jours. Ben non, ça crée de l'accoutumance. Regardez ici, 30 jours, c'est un mois. Dans un mois, on s'est entraîné 4 fois en un mois. Il n'y a rien là. Ce n'est pas une charge de travail, c'est un travail plus intelligent. Ça garde l'attention sur un truc précis avec des outils fort simples comme les cartes éclairs présentement. Une carte éclair, c'est une question d'un côté, une réponse de l'autre, là, et on garde les bonnes questions dans une pile, les questions à reprendre dans une autre pile, et ces stratégies d'études efficaces-là vont nous permettre d'entretenir le sentier. Puis finalement, ce cerveau-là ne pourra pas apprendre et ne pourra pas porter attention si on ne sert pas des stratégies qu'on connaît pour régler nos petits problèmes de gestion du stress. Je vous mets dans le clavardage un questionnaire intéressant du Centre de recherche sur le stress humain qui permet d'au moins nommer les éléments du stress et leur présence dans la vie de vos élèves. Est-ce qu'ils se font tout un ciné avec des situations qui se passent à l'école, qui les mettent dans des espèces de postures épouvantables où ils sont comme l'homme préhistorique devant le mammouth? C'est pour ça que c'est le symbole du centre de recherche. Est-ce que telle activité à l'école, tel examen, tel exposé oral, tel cours d'éducation physique, tel en tout cas, événement, leur fait sentir qu'ils n'ont pas de contrôle sur la situation, que la situation est imprévisible, que la situation est nouvelle ou qu'ils se sentent menacés au plus profond de leur être quand on est dans une situation ciné, donc avec ces 4 caractéristiques-là, les marqueurs de stress sont mesurables. On l'explique bien dans ce livre-là. Bon, à 3 minutes de la période de questions, moi j'en ai une question pour le groupe, voilà, d'auditeurs ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Premièrement, j'ai 2-3 choses à vous proposer. Premièrement, on réalise qu'à la question « Pourquoi aller en classe ?» on n'a plus les mêmes réponses que lorsqu'on a fait nos propres études. La preuve, j'ai découpé l'histoire de l'école en 3 grands moments que je montre à l'écran. Lorsque l'imprimerie a été inventée, les profs étaient aux abois, c'était la fin de la mémorisation. Où vont aller nos étudiants? Qu'est-ce que leur cerveau va devenir s'ils n'apprennent plus par cœur parce que l'information est disponible dans des livres? C'était grave. Si on remet aux questions, c'était la fin du monopole des textes mémorisés. Beaucoup plus tard, il y a eu la fin du monopole de l'école sur les connaissances. Ça, c'est quand Internet est arrivé dans nos vies. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative de texte, on vient de perdre à l'école le monopole de l'enseignement. Moi, quand j'ai fait mes études, on était, une coche après l'invention de l'imprimerie, mais avant l'invention d'Internet. J'en étais à mon 2e bac à l'université. Non, je n'étais pas à l'Université de Montréal, j'étais rendu à l'UQAM. Quand Internet est arrivé, là, on pouvait laborieusement, avec une ligne téléphonique, se rendre sur des sites pour faire rien à l'époque, là, mais ça existait, là, ça commençait à arriver. Mais mes élèves, ils sont 2 coches plus loin. La fracture est grande. Ils ne viennent pas du même monde que moi. Et il faut que j'en prenne conscience. Il faut que j'en prenne acte. Et il faut que je leur transmette des stratégies parce qu'il y a une situation qu'ils n'ont pas connue. Ils n'étaient juste pas là. Deuxièmement, ça c'est la première chose. Deuxièmement, si vous vous intéressez à l'économie de l'attention, si on a autant de défis de santé attentionnelle, je disais au début, il y a des entreprises gigantesques qui font énormément d'argent en s'accaparant notre attention, ce qui, à terme, nuit à notre capacité à porter attention. Et voilà, la boucle est bouclée. Je vous propose, c'est intéressant, mais un peu bref. J'ai trouvé ça un peu court, jeune homme. Balado de M. Papineau, propulsé par Le Devoir. Ça s'appelle « Votre attention, s'il vous plaît ». Voilà, c'est disponible au lien suivant. Autre chose, troisièmement, j'ai animé un panel au mois de février dans le cadre de la semaine de la formation à distance et j'étais pas peu fier d'avoir des invités d'horizons très différents, dont une étudiante qui est à temps plein à distance pour faire son DEC,
donc au cégep, le cours après le secondaire au Québec. Et elle a posé ses questions et elle a donné ses observations et elle a partagé ses expériences avec des gens qui. C'était une belle rencontre là, parce qu'on était à différents niveaux, dont une étudiante de Steve Masson qui travaille au laboratoire de recherche en neuroéducation. Tiens, je vous mets le lien ici, là, c'est disponible. L'attention, le nerf de la guerre, voilà, c'est disponible en rediffusion. Sur ce, je me tais et je vous laisse réagir, profiter du clavardage ou allumer votre micro, tiens, si le cœur vous en dit. Réaction, commentaire, souhait, vœu. Les lignes sont ouvertes, comme on disait à la radio. Moi, écoute, je veux juste te dire, c'est Louis qui parle. Ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement, hein? Et puis après ça, on aura la période de questions. Donc, j'arrête ça pour l'instant, puis voilà, je pèse, c'est fait.